On est content de vous accueillir ce soir. Alors pour plusieurs raisons. Donc la 18e édition du festival Lettres du Monde, qui est un festival qui permet en Nouvelle-Aquitaine de rencontrer dans les bibliothèques, dans les librairies, des auteurs venant du monde entier. Et avec Jean, ce soir, on inaugure notre première rencontre d'auteurs depuis tous ces événements. Donc on est d'autant plus content. Comptant un deuxième titre, c'est que quand Cécile Quintin de Lettres du Monde nous a proposé cette rencontre, ça a été vraiment je disais à Jean, une grosse claque. Ça a été un livre qui nous a énormément marqué, qui nous a beaucoup plu. Donc j'espère qu'à l'issue de cette rencontre, vous allez tous vous précipiter pour l'acheter, le lire, et qu'on aura l'occasion de rediscuter de ce livre-là, à moins que parmi vous, certains l'aient déjà lu. Et donc voilà, j'en dis pas plus sur le contenu, vous allez en parler pendant cette rencontre. Donc cette rencontre qui sera animée par Beata Umbeyi Merez, elle-même auteure, mais qui ce soir prend sa casquette d'animatrice, mais dont vous trouverez aussi les livres en présentoir et la librairie. On a demandé aussi à ce qu'ils puissent apporter les livres. Tu présentes Jean un petit peu au départ, voilà, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. Il est plein de prix, il est hyper prometteur, donc c'est quelqu'un vraiment à suivre. Merci. Jean d'Amérique, vous êtes poète, dramaturge, vous êtes né en 1994, donc vous avez 26 ans, ce que vous disiez qu'il était très jeune et donc plein de promesses. Du coup, de dire de vous que vous êtes un écrivain prolifique et presque pas suffisant, parce que depuis 2015, si je ne m'abuse, votre premier texte publié, Petite fleur de ghetto, qui est là, hein, vous pourrez aller le feuilleter, un recueil de poésie qui est reparu en plus avec une traduction en créole. On pourra parler de votre rapport au français, au créole. Toute flénan pican, c'est comme ça qu'on dit? Oui, presque. Tout flénan piquant. Petite fleur de ghetto. 2017, Nul chemin dans la peau que saignante étreinte, rien que le titre, on voit bien toute la poésie, qui a eu le prix de la vocation. Et puis du théâtre, dont une pièce qui a été publiée l'année dernière aux éditions théâtrales Cathédrale des Cochons. D'autres pièces, je pense notamment à Opéra Poussière qui a eu le prix RFI Théâtre. Vous avez, en termes d'actualité récente, donc le premier roman, Soleil à coudre, dont on va essentiellement parler aujourd'hui, qui vient tout juste de recevoir le prix du Breuil du roman, un prix de la SGDL, Société des gens de lettres. Et encore plus récemment, Rhapsodie rouge, un recueil de poèmes qui est paru chez Chêne Éditeur cet été. Mais juste avant, il y avait eu Atelier du silence. Donc vous voyez, il y a déjà beaucoup de livres qui, lui, vient également, décidément, c'est vraiment la saison des prix pour vous, qui vient de recevoir le prix Apollinaire Découverte, un prix de poésie, donc un beau prix. Je pense avoir dit l'essentiel, j'ai sans doute oublié quelque chose. Dire aussi que vous avez fondé avec des camarades un festival international de poésie à Port-au-Prince qui s'appelle Transpoétique, vous nous en parlerez. Mais peut-être passer directement à ce roman. On va vous proposer des lectures d'extraits pour que vous puissiez entendre la langue de Jean d'Amérique, la langue très poétique. Un roman qui est un petit roman qui est un grand poème. Avec une histoire qui se passe dans le Port-au-Prince d'aujourd'hui. Vous nous disiez dans la voiture que vous êtes né, vous avez grandi à la campagne, en fait, dans l'Haïti vraiment rural, très très rural, à tel point que vous n'êtes vraiment rentré dans cette image très moderne qu'on a d'Haïti qu'un âge avancé pour rentrer à l'école secondaire, donc vers 10-11 ans, c'est ça? Oui, tout à fait. J'ai grandi dans un tout petit village qui s'appelle Jackson, dans le sud-est du pays. Et à 11 ans, on m'a envoyé à Port-au-Prince parce qu'il n'y avait pas d'école secondaire dans le coin. Donc, il fallait aller dans une ville. On m'a envoyé à Port-au-Prince. Et là, ça va être un monde complètement différent. Donc, je vais
enfin, ça va être très violent comme rupture avec l'imaginaire et l'espace de mon enfance. Puisque la ville, enfin, Port-au-Prince, c'est une grande ville qui est qui a une démographie très dense, qui a beaucoup d'activités aussi, beaucoup de bruit. Donc voilà, moi quand j'étais dans mon petit village, mes voisins c'était la rivière, les oiseaux, voilà, le ciel. Et à Port-au-Prince, c'est une autre ambiance. Et donc oui, mais cette ambiance et ce rythme qui a radicalement changé, on le retrouve vraiment dans ce roman, puisque c'est un roman urbain qui se passe d'ailleurs dans un quartier qu'on pourrait appeler bidonville de Port-au-Prince, qui est la cité Soleil, en partie. Pardon. Oui, Cité de Dieu. Cité de Dieu, ouais. Mais avant de parler de ce roman, peut-être parler de la jeunesse, c'est-à-dire, comme je disais au début, vous avez essentiellement écrit, vous n'aviez écrit jusqu'à présent que, et dans le que, il ne faut pas entendre quelque chose de péjoratif, mais vous n'aviez écrit que de la poésie et du théâtre. Pourquoi ce passage au roman ? Comment on décide de changer de forme ? J'aime à citer cette expression d'Amos Oz, l'écrivain israélien, qui disait que écrire un poème, c'est comme avoir une aventure, et puis une nouvelle, c'est une romance, et puis un roman, c'est comme construire un ménage et un mariage. Donc là, c'est pas voilà, comment on passe de la poésie et du théâtre à un roman, tout en restant quand même beaucoup dans quelque chose de très poétique, essentiellement. En fait, je crois que mon ADN, c'est dans la poésie d'abord. C'est que c'est par la poésie que j'ai découvert la littérature déjà. Et c'est par la poésie que j'ai commencé donc à écrire. Et il y a quelque chose pour moi dans la poésie qui est fondamental, c'est que c'est une petite révolution, une grande révolution dans la langue, et donc qui va tout changer en littérature. Pour moi, c'est resté ma patrie intime, et donc je l'amène partout où je vais dans l'écriture. Donc que ce soit pour du théâtre ou pour le roman, pour moi, c'est la poésie qui continue à se déployer, mais en prenant d'autres chemins, en prenant d'autres formes. Parce que je pense que j'ai des histoires à raconter, j'ai des choses à dire, mais j'aime bien trouver une forme qui soit plutôt singulière, plutôt une langue que j'espère qui n'existe pas déjà. Donc vraiment creuser dans les profondeurs de la langue pour retrouver, pour lui donner une certaine beauté qui peut encore rendre l'histoire qu'on raconte plus lumineuse, en fait. Voilà. Donc donc passer du... Je considère que je ne suis pas vraiment passé de la poésie au roman. Pour moi, il y a une continuité. C'est-à-dire la langue, elle reste avec son empreinte poétique. Après, je ne cherchais pas forcément à faire du roman, en fait. Voilà, je suis parti dans une histoire et ça ne m'a pas du tout empêché de rester poète. Et comme je tiens à cette identité liée à la poésie, pour moi, j'allais pas abandonner la poésie pour écrire un roman. C'est vraiment trouver l'équilibre entre le fait que je raconte et que cette langue, elle puisse tenir cette narration.
Et c'est une narration d'ailleurs avec une intrigue finalement assez fine, et on sent vraiment que ce qui charrie vraiment l'histoire des gens, c'est la langue que vous y mettez, et la volonté dans cette langue de sublimer quelque chose. On parlait dans la voiture d'un poète haïtien, Joseph Castéra, oui. Qui a... Alors ça, il a dit en créole, moi je ne l'ai lu qu'en français, qui disait tu me demandes ce qu'est la poésie, mon amour, ce sont des paroles semées pour culbuter le malheur. Et on a cette impression-là en vous lisant que cette beauté qui n'arrive pas vraiment à exister dans la vie des gens, ou alors par fragments comme ça, parce qu'il y a un personnage qui est tombé amoureux et qui écrit des lettres, mais qu'au-delà de ça, la beauté que vous essayez de mettre dans la langue, c'est celle-là qui est là pour culbuter un si grand malheur qui est celui de tous les personnages, quelque part. Oui, tout à fait. Je pense que la poésie, par sa quête de beauté qui est fondamentale, me permet de raconter en fait ces choses-là qui sont tressées d'ombre en fait. Et la poésie apporte un peu de lumière. Après, ça ne veut pas dire que je mets la violence ici et la poésie d'un autre côté, ou bien que j'essaie de couvrir cette violence, de la cacher avec de la poésie. Au contraire, la poésie me permet de décrire cette violence de manière encore plus forte. Je cherche une langue qui est vraiment charnelle, organique, donc qui peut vraiment faire corps avec ce qu'elle raconte. Donc, je peux raconter la violence avec de la poésie et faire corps avec cette violence. D'ailleurs, je pense qu'il y a des images poétiques où dans la langue, c'est violent. Donc c'est à l'image de ce que je raconte. Je cherche à trouver une synchronisation en fait entre la matière, le matériau de travail qui est un ensemble de choses de la réalité haïtienne que j'essaye de recomposer, on va dire, recomposer avec une sauce de fiction. Et du coup, pour porter tout ça, pour réaliser ce travail-là, il me faut cette langue. Pour moi, ça ne suffit pas. L'histoire ne suffit pas. Je pense à Sony Laboutansi, un écrivain que j'aime beaucoup. Écrivain congolais. Oui, qui dit on n'est écrivain qu'à condition d'être poète. Et je prends ça pour boussole dans mon travail, tout simplement. Parce que je crois que la poésie, c'est vraiment le nerf de la langue. Vous voyez, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Ben, la poésie, c'est le nerf de la langue. C'est ça qui lui permet de se renouveler, de ne pas... Parce qu'on fait de la littérature aussi pour créer une autre façon de dire les choses, pour créer un autre espace pour le langage. Et une histoire, pour moi, ne suffit peut-être pas pour le faire. Donc il faut une langue. Oui, mais c'est d'autant plus intéressant et rassurant quelque part à une époque où on est quand même beaucoup dans une narration très qui raconte des faits, avec une narration qui a pris le dessus avec les séries, et où finalement la langue a été de plus en plus mise de côté, ou en tout cas rendue secondaire. Et alors, justement, et après on va peut-être rentrer dans l'histoire, mais je me serais attendue, et je ne sais pas, encore une fois, une critique, mais ça a été une surprise et j'ai envie de la souligner, avoir en exergue de ce roman un extrait d'un poème et
Et c'est un extrait d'une chanson du rappeur américain Tupac Shakur, qui est une grande figure du rap américain, qui est mort en 96, c'est-à-dire quand vous aviez à peine 2 ans. Donc c'est pas forcément un rappeur de votre génération, avec une figure voilà, un peu aujourd'hui un peu mythifiée, mais qui représentait aussi une certaine violence. Et c'est extrait, je crois, je suis allée regarder parce que j'écoute plus trop. So many tears. I will survive till the morning to see the. Will I survive till the morning to see the sun? Please, Lord, forgive me for my sins, 'cause here I come. Est-ce que je survivrai jusqu'à l'aube pour voir le soleil? Je t'en prie, Dieu, pardonne mes péchés et j'arrive à toi. Et en lisant ça et en voyant ça, je me suis dit, ok, il y a quelque chose de cette. De cette musique, je pense que vous revendiquiez vraiment le rap, et en même temps avec cette figure de Tupac Shakur qui est mort très jeune, l'idée peut-être que et quand je vous ai dit de tout ce que Jean d'Amérique a publié depuis 2015, une urgence absolue à dire vraiment quelque chose presque de l'ordre de la survie, à dire à la fois la violence, mais aussi ouais, voilà, l'écriture comme une urgence, comme si c'était le dernier livre et que demain, et comme les personnages, que demain ne devait pas ou ne pouvait pas exister. Est-ce qu'il y a un lien à faire, ou est-ce que je me suis complètement fourvoyée? Oui, c'est exact. Pour moi, l'écriture, j'ai pas choisi d'écrire en fait. Pour moi, c'est une transpiration, c'est-à-dire je suis encore dans une société qui est traversée par un certain nombre de choses, donc qui voit, qui entend, qui regarde et qui est conscient de ce qui se passe autour de lui. Et du coup, l'écriture, c'est presque une réaction du corps par rapport à toutes une expérience qui est marquée par des blessures sociales et beaucoup de violence. Et donc le corps, il vient réagir, et il réagit par l'écriture aussi. Donc je considère l'acte d'écrire comme faisant partie du mouvement de ma vie. Et Tupac, il est complètement dans cette perspective-là pour moi. Donc il y avait un écho très évident. Ouais, c'est quelqu'un qui portait une parole, il me semble, qui fait résonance c'est-à-dire moi, adolescent, qui écoute Tupac ou bien d'autres rappeurs. Hein. Moi, j'ai beaucoup été formé par le rap d'abord, et ça continue jusqu'à présent. Et je revendique souvent ce double héritage entre, d'un côté, le rap. Qui n'est pas une sous-culture. Non, pas du tout. Pas du tout. Et d'un autre côté, d'autres écrivains qui font des livres. Donc, j'ai été construit par ce double héritage. Et c'est très important pour moi. Bon, non seulement du fait qu'il y avait cette résonance de cette phrase, de ce vers de Tupac avec Soleil à coudre, il y avait, il y a toujours un besoin de remettre en avant ces références, parce qu'elles viennent d'une forme artistique qui est très souvent discriminée. Et d'ailleurs, moi, c'est ce qui m'a amené à écrire, en fait. C'est le rap. C'est le rap. J'arrive à Port-au-Prince, j'ai 11 ans. À l'époque, c'était vraiment l'âge d'or du rap en Haïti. Et je commence à en écouter pas mal. Et j'étais surtout marqué par quelque chose, c'est que des jeunes qui venaient de quartiers populaires comme moi s'étaient emparés d'une forme artistique qui était discriminée, et ils ont attiré l'attention de toute la société avec ça.
tout le monde les écoutait, tout le monde était obligé de les écouter. Donc ils avaient, pour moi, inversé toute la logique de la société. Et aussi, dans ce qu'ils racontaient, ça faisait écho à ma condition sociale, etc. Et donc, j'étais fasciné par tout ça. Et c'est dans cet élan-là que je me suis dit, ben, en fait, je peux utiliser ce médium-là aussi pour dire des choses, voilà, qui me traversent, qui me tiennent à cœur. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Et après, je vais découvrir les livres. À l'école, je vais rencontrer des professeurs de lettres qui vont m'orienter vers les livres. Et là, ça va encore nourrir beaucoup plus mon envie d'écrire. Et du coup, voilà, j'ai grandi avec ces deux côtés que je continue à garder et à valoriser. Par exemple, dans le roman, il y a un moment où je fais cohabiter Romain Gary avec Kendrick Lamar, qui est un rappeur. Donc, et dans mes recueils précédents, j'ai souvent cité aussi en exergue des rappeurs. Ouais. Non, mais c'était bien de rappeler, c'est vrai. Je ne pense pas que Romain Gary aurait refusé l'association avec Kendrick Lamar. Non, au contraire, ça lui aurait plu, je crois. Alors, on va parler du roman quand même un peu plus. Comme je disais, une trame assez fine, mais des personnages qu'on va découvrir dans une langue et dans un vécu assez dur, assez violent. Le personnage principal, c'est Tête Fêlée, une jeune adolescente qui habite donc Cité de Dieu avec la mère, Fleur d'Orange, et celui qu'elle appelle Papa, dont on saura que ce n'est pas son père biologique. Et des personnages qui gravitent autour de sa mère, et notamment sa mère étant prostituée, les trois clients principaux réguliers de la mère, avec, on en parlera plus tard, des noms et des appellations également très imagés. Un autre personnage central qui est un peu le patron du père, Ange de Métal, et un personnage qu'on ne rencontre que à travers le récit de Tête Fêlée, qui essaye tout le long du roman de lui écrire une lettre et puis de la rejoindre, Silence, qu'elle appelle sa lune, qui est une camarade de classe. Mais peut-être pour rentrer dans la vie de ces personnages, si vous en êtes d'accord, je propose de lire un extrait qui parle de la maison, de lieu d'habitation de cette famille, en tout cas de la famille de Tête Fêlée. J'habite ici depuis quelque temps déjà, au fond de ce quartier pourri, dans ce taudis qui ne manque pas de pères dans les environs. Une cabane délabrée a rouillé nos corps au long des jours, petite tour de béton qui essaye de soutenir au mieux une tôle quelconque. 2 pièces. Ou plutôt juste la perspective avec ce rideau tendu au milieu. S'ouvre sur un corridor une fenêtre, la seule, condamnée par une étoffe opaque qu'on soulève uniquement lorsqu'un bruit étrange venu du dehors nous interpelle. Si cette ouverture était à l'autre bout de la maison, on serait vraiment dans la merde avec les latrines. Elle soulage une douzaine de culs et l'odeur fouette comme rien d'autre. L'important de toute façon, c'est que nous sommes domiciliés. Nous avons une porte par où entrer et sortir, de quoi nous caser, en attendant de sortir du bloc rouge et d'entrer dans l'existence, la vraie. Une adresse, même si nous sommes à court de repères dans les méandres de la vie. Pas tout à fait vivants, mais nous sommes là, sous cette toiture qui voit défiler nos actions, nos actes manqués, nos peines faciles et nos plaisirs difficiles. Face au mur, dos au mur, des mains libèrent leur saleté en l'imposant au mur.
Des bestioles se font écraser contre le mur où leurs cadavres espèrent en vain des funérailles pendant très longtemps. Un corps, le plus souvent d'enfants ou de femmes, se blottit contre les murs pour amortir une raclée. Les mains séparant la tête du mur, quelqu'un pleure. Les paumes luttant contre le mur, quelqu'un accueille le membre d'un autre par derrière. Les murs témoignent ainsi de temps de passage. Les murs brandissent la mémoire riche d'un million d'étreintes. Peu de vaisselle. Peut-être parce qu'on a du mal à la remplir. 2 grandes bassines reposent dans une inconnue de la pièce quand elle ne concourt pas à débarrasser les vêtements d'empreintes humaines. Quelques chaises qui vont bientôt succomber à force d'accueillir des fesses encerclent une vieille table qui semble trébucher mais qui résiste tant bien que mal. Elle tient debout contre le temps. Toutes ces années à voir une panoplie de fusils se faire nettoyer. Toutes ces années à voir des corps se mêler par le brasier du sexe. Toutes ces années à voir des bouteilles se vider et une femme se remplir. Nous sommes 3 ici, mais jamais on ne se compte autour de la table, dans la même petite case, mais à chacun son territoire. Enfin moi, coincé entre des milliers de mondes, je ne tente que de modeler le mien. Pourtant nous sommes censés faire œuvre commune dans cette pièce, donner vie à ce toit périssant. Il y a le ventilateur qui ne fonctionne pas mais qui complète le décor. Il y a le bruit du quartier qui vient s'échouer ici, donnant sens à nos silences. Le goût du vide, la chaleur et les moustiques, et le royaume des haillons où règnent 3 ombres humaines. Papa, fleur d'orange, et moi. Pas de miroir, peut-être pour mieux fuir nos visages, pour mieux nous rater. Cela n'empêche pas que papa soit perpétuellement tourmenté par son reflet. Il lui suffit de se poser une seconde pour voir son double l'envahir, de se laisser aller un moment pour qu'un autre esprit le submerge, celui qu'il voulait être, l'homme sans la main criminelle, son autre, le morceau qu'il n'est jamais arrivé à se greffer. L'ange du métal, dans son épopée de sang, n'en a rien à foutre de l'humain qu'aurait pu être papa. Si c'est lui qui devait façonner ce dernier, eh bien, disons qu'il n'a réussi qu'à dessiner l'index du gamin en forme de gâchette. Jeune papa voué à buter depuis lors. L'eau fait son numéro dans une fontaine publique à 500 mètres d'ici, laisse gémir un tas de récipients pendant des heures avant d'y entrer. Parfois, on a le choix de se la payer à prix d'enfer chez un voisin qui, lui, a pu remplir assez de seaux. Tant pis pour nos corps, on n'a pas toujours envie de se laver quand on doit le faire à ciel ouvert. Tant pis pour nos soifs, nos vies traînent depuis des lustres sous l'étreinte des déserts. On pourrait dire qu'ici, nous sommes seuls dans la grande nuit. Je suis une épave chevauchée par la solitude dans cette vallée ténébreuse où j'écris une interminable lettre à ma bien-aimée. Merci beaucoup. Il y a cette phrase qui revient tout au long du roman, qui est comme un leitmotiv. Tu seras seul dans la grande nuit. Que le personnage de Tête Brûlée s'entend dire dès le début et puis ensuite répète cette solitude immense au milieu de cette tout aussi immense promiscuité. Qu'est-ce qu'elle porte et comment vous avez réussi à la rendre aussi? Il y a cette phrase déjà c'est un peu comme si j'envisageais le roman comme une partition, comme un chant, et cette phrase en serait le refrain, donc qui revient à chaque fois comme une sorte de disque qui tourne dans la tête de Tête Fêlée. Et c'est à la fois une
une sorte de prophétie, fatale, quelque chose qui semble la prédestiner, voilà, à la nuit. Et elle, autant ça la perturbe, mais aussi ça l'aide à avancer, en fait. C'est comme si à chaque fois, elle se cognait contre cette phrase et ça lui rappelait qu'elle devait se battre, qu'elle doit se battre pour avancer, pour rester en vie, pour ne pas finir dans la grande nuit. Et cette grande nuit, c'est voilà, une sorte de métaphore de ces lieux brisés que je raconte et où Tête Fêlée évolue, c'est-à-dire tout autour d'elle, l'attire vers une sorte de destruction, ouais. Elle est vraiment je la vois vraiment comme une voix qui est dans une espèce d'abysse, une espèce de néant, et elle se débat et elle va trouver la parole, elle va trouver les mots comme une sorte d'échelle qui lui permet de remonter la pente et de raconter cette grande nuit en essayant de ne pas tomber là-dedans, de ne pas finir là-dedans. Cette grande nuit, c'est aussi des personnages, comme je le disais, à qui vous avez choisi de donner des noms très particuliers. Vous-même, vous appelez Jean d'Amérique. C'est un nom que vous avez choisi, puisque votre nom civil, c'est justement Jean Civilius, si je ne m'abuse, si j'ai bien lu la fiche Wikipédia. Et du coup, ça m'intéresse parce que j'ai l'impression qu'à la fois, cette idée de leur donner des noms, comme je vous disais, Tête Fêlée, Peau d'Orange, il y a aussi un des clients de la mer qui s'appelle... alors, il ne faut pas que je me... Le Seigneur des Entrecuisses. Alors, il y a le Seigneur des Entrecuisses, il y a le politicien qui a une chaise... Le politicien dont le cul est fabriqué pour toutes les chaises. Mais à chaque fois que dans le roman, il est question de cet homme, on ne dit pas Monsieur X ou Y, c'est le politicien dont le cul est fabriqué pour toutes les chaises. Oui, il s'appelle comme ça. Il y a, le père, c'est papa en général, mais il y a l'ange de métal, il y a... à la fois, ce sont des noms qui sont très poétiques, qui évoquent quelque chose, mais en même temps, j'avais l'impression que c'est une façon de les déshumaniser, parce qu'on a tendance à vouloir trouver un nom auquel on peut se raccrocher. Donc, comme si à la fois vous vouliez les sauver, ou en tout cas leur donner une chance, et en même temps, il y a un déterminisme qui fait qu'on a l'impression qu'ils ne pourront pas sortir de ce rôle-là. Bon, il y a les deux côtés. Des fois, déjà, je voulais leur donner des prénoms, pour moi, qui n'ont pas été souillés dans une vie antérieure. Donc, je crée un personnage, j'essaie d'aller au bout de cette création. Donc, ça ne m'intéressait pas de les appeler Jean, par exemple. C'est trop courant. Et du coup... dans ces prénoms, il y a parfois une résonance avec la vie, le parcours du personnage. Et d'un autre côté, ça peut être totalement paradoxal. Par exemple, le politicien dont le cul est fabriqué pour toutes les chaises, son nom fait vraiment écho à ce qu'il est, à ce qu'il mène. Et... Silence d'un autre côté, qui est une sorte de personnage métaphore qui, pour beaucoup de raisons, en fait, elle n'arrive pas vraiment à parler parce qu'elle vient d'une famille où elle est surprotégée et d'un milieu social plutôt aisé, on va dire. Et par exemple, il y a Tête Fêlée qui est amoureuse d'elle et elles n'arrivent pas vraiment à se parler parce qu'on lui interdit presque de parler à des enfants comme Tête Fêlée qui viennent du bas-fond, qui viennent des quartiers populaires.
Et du coup, pour beaucoup de raisons comme ça, elle n'arrive pas à parler. Et elle existe en miroir, elle existe à travers la voix de Tête Fêlée. Et le seul moment où elle va s'exprimer dans le livre, ça va changer le cours des choses. Et ou bien voilà, il y a Tête Fêlée. Ça peut pas être peut-être plutôt paradoxal comme prénom parce que Tête Fêlée, c'est une battante, elle tient debout, elle analyse beaucoup ce qui lui arrive. Oui, voilà, elle a vraiment un regard lucide sur les choses et elle prend aussi des décisions, elle pose des actions assez fortes. Donc voilà, des fois c'est un paradoxe voulu que je crée avec le prénom du personnage. D'ailleurs, justement pour défier cette idée que ce serait leur destin d'être comme ça, en fait. Et précisément pour Tête Fêlée, c'est justement échapper au destin, échapper à parce que dans le milieu où elle est, dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle subit, ouais, on pourrait plutôt quoi qu'elle va finir par être engloutie, alors qu'elle elle combat vraiment ça, quoi. Jusqu'à un certain point. Mais ça, on va pas divulgacher, comme on dit en bon français. Du coup, voilà, il y avait toute cette démarche-là, et puis au final, habiller ces personnages d'un peu de poésie, pour moi, c'est aussi une façon d'apporter presque une consolation à ces personnages qui ont des trajectoires assez difficiles. C'est une façon de les accompagner, quoi, quelque part. Les gens d'Amérique Gens d'Amérique, Renaissance, parce que ouais, j'étais dans une période de renaissance et j'avais besoin d'un acte de naissance poétique. J'ai pris Gens d'Amérique. Je dis souvent aussi que c'est... Tout le continent. C'est pour virer les États-Unis qui croient que l'Amérique leur appartient. Non, mais c'est... La question des noms est importante. Et donc, on disait, elle essaye de sortir de ce qui pourrait être un déterminisme. Et ces personnages, vous les habillez de poésie pour les aider. Mais ce qu'il faut dire, c'est que ce roman, il y a énormément de violence qui est subie par Tête Fêlée, la première, que ce soit de la part de sa famille ou d'un maître d'école. Il y a un côté un peu Roméo et Juliette d'ailleurs, puisque la fille dont elle est amoureuse, c'est le père de cette fille qui va l'agresser. Et donc, ça pourrait rendre l'amour impossible, les deux, à la fois la question sociale et cette violence sexuelle qu'elle subit, mais néanmoins, elle résiste à ça. Et je me demandais quelque part, quand on termine ce livre, et évidemment, j'ai pensé à d'autres livres, et notamment de votre plus que frère, Mackenzie Orsel, j'ai pensé aux Immortels. C'est de se dire, mais comment rompre, comment rompre le cercle qui semble vicieux de la violence pour ces populations-là? Et que peut un poète face à ça? Et bon, c'est une question qui reste toujours, à laquelle on n'arrive pas vraiment à répondre, parce que en fait, c'est vraiment une spirale, et c'est ça que ces personnages, ils vivent. Moi, en tout cas, ce que je voulais donner à voir dans la vie de ces personnages, c'est en fait comment on compose la vie dans ce cycle de violence, justement. Par exemple, Tête Fêlée, d'où d'ailleurs aussi le choix
de faire porter cette parole par cet enfant. Tête fêlée qui naît dans ce lieu où elle trouve déjà cette violence qui existe autour d'elle. Et elle va, à des moments, la subir. Et la beaucoup, reproduire. Et la reproduire très Tous souvent. sont dans une reproduction d'une violence, en fait. Tous les personnages principaux, on voit bien qu'eux ont subi une violence et ensuite la reproduisent sur d'autres. Exactement. Du coup, c'est comment dans cette spirale montrer que, par exemple, dans le cas de Tête fêlée ou de tout autre personnage, il y a une quête qui est au fond de vivre, de survivre. Parce que c'est des populations complètement abandonnées par l'État, donc qui ont toujours vécu seules, qui ont toujours vécu... c'est comme dans le quartier où je place l'histoire, la Cité de Dieu. Il y a vraiment ce quartier à Port-au-Prince. En fait, c'est des populations complètement abandonnées, d'ailleurs, au départ, c'est des gens qui n'avaient pas où se loger et qui se sont emparés voilà, d'une parcelle de terre et qui ont commencé à construire des petites maisons, bon, très bancales, et qui habitent là. Et d'ailleurs, à des moments, l'État a essayé de les traquer, de les virer. Et ils ont résisté à ça, ils ont continué à vivre dans ce lieu. Mais ils n'ont aucun service public. C'est vraiment l'abandon total. Donc, comment on compose la vie avec ça? Et c'est pourquoi, par exemple, Tête fêlée, je me suis senti à la fois, c'est pas pour magnifier la violence, mais à la fois dans le fait dans les moments où elle subit de la violence ou qu'elle reproduit de la violence, je me sens à ses côtés, sans jugement. Je me sens en empathie avec elle parce que je sens qu'elle se bat pour la vie, en fait. Et pour moi, la fiction, enfin la littérature permet ça aussi, avec ces différents blocs de cette réalité, comment les recomposer et faire ressortir de ces histoires personnelles un sens collectif, c'est-à-dire la vie de cette petite fille, qu'est-ce que ça dit sur un pays, sur une société. Donc c'est faire ressortir les enjeux politiques et sociaux qui traversent la vie de cette petite fille qui ne demande qu'à vivre, mais qui est entourée de plein de violences. Oui, ou quelque part, si on est un homme, on va rentrer dans le crime, et si on est une femme, on va rentrer dans la prostitution. Ça a l'air d'être des voies toutes tracées comme ça, où justement il y a rechercher des fêlures dans ce système où on peut être autre chose et on peut vivre autrement, quoi. Ouais. Mais en vous écoutant parler, j'étais en train de... Alors, dans la voiture, parce que voilà, on vient de Bordeaux, donc j'arrête pas de dire dans la voiture, mais on a eu beaucoup de temps pour discuter en amont, puisqu'on ne se connaissait pas avant. Et je disais à Jean d'Amérique, c'est vrai que quand Haïti, cette île pour laquelle on a beaucoup de représentations très sombres, que ce soit les différentes dictatures successives, le séisme évidemment, il y a 11 ans maintenant, et puis la pauvreté, et puis la déliquescence de tous les systèmes, et à chaque fois aussi, mais une île qui a produit tellement de poètes, d'écrivains magnifiques, etc. Et je disais, vous devez être fatigué qu'on vous dise tout le temps ça, et donc c'est l'occasion de le dire aussi, c'est cette façon d'enfermer toujours les gens dans leurs origines. Donc c'est pour ça que jusqu'à présent, on a finalement assez peu parlé d'Haïti. Néanmoins, je me disais quelque chose parce que vous avez parlé des histoires de classe sociale.
Parce qu'il y a des classes supérieures, hein. On a l'impression qu'on voit que les classes les plus pauvres et les plus déshéritées, mais il y a aussi des classes supérieures qui dominent les classes inférieures, et que cette domination de classe existe et est très très présente dans le pays. Et par rapport à ceux qui la racontent, je me faisais la réflexion que les écrivains de la génération un peu avant d'Haïti étaient plutôt, je pense à Yannick Lahens, Lionel Trouillot, Dany Laferrière, etc., etc. C'est-à-dire pas les plus anciens, mais ceux qui sont, je sais pas, 60, 70 ans aujourd'hui, venaient des classes, plutôt des classes aisées. Et raconte néanmoins toute la population, enfin, que ce soit rural ou urbain, mais j'ai l'impression que votre génération, sans vous mettre dans une boîte, etc., mais les plus jeunes, et je parlais de Mackenzie Orsel il y a un instant, à qui vous dédiez ce livre, je pense à James Noel, Néhémie Pierre Dahomey, etc. Vous êtes cette génération-là, vous venez plutôt des classes sociales populaires. Et je me demandais si ça, c'est quelque chose dont vous avez conscience, c'est quelque chose que vous discutez, et est-ce que ça change quelque chose dans vos choix littéraires et dans vos thématiques, et dans le regard que vous pouvez porter, et la façon dont vous racontez, parce que vous racontez aussi cette société au monde. Oui, je pense que... En fait, c'est précisément ça qui m'amène à écrire. C'est mon expérience sociale, mon expérience, voilà, cet adolescent cet enfant, cet adolescent qui a grandi dans un quartier populaire et qui est quelque part le réceptacle de plein de peines de cette société. Et du coup, c'est précisément cette expérience qui m'amène à l'écriture. Et je disais tout à l'heure que écrire, c'est pas un choix pour moi, je dois écrire. Je dois être témoin de mon époque. Je dois être témoin de ce qui se fait, ce qui se passe dans ma société. Et je crois fondamentalement que avant d'être écrivain, je suis un citoyen. Je suis un individu qui vit quelque part et qui a conscience du monde autour de lui. Donc, cette conscience-là, quand j'écris un texte, c'est pas que je me dis je vais écrire un texte politique ou bien je vais écrire un texte engagé. Ça, je connais pas. C'est que mon expérience comme individu dans la société est indissociable de cette portée politique, parce que c'est ça que ça raconte. Et moi, tout mon travail avec ces éléments, comment les remobiliser, remobiliser ces expériences personnelles, intimes, ou bien que je vois autour de moi, comment les remobiliser et leur donner leur sens politique, en fait. Donc oui, bien sûr, j'ai conscience que je porte cette parole-là et que je l'adresse à des gens, voilà, parce qu'on est façonné par ce qu'on lit, par ce qu'on consomme. Donc écrire, c'est une grande responsabilité. Écrire et publier un livre, c'est une grande responsabilité. C'est une parole c'est une parole lancée vers l'esprit des gens, et c'est le lieu le plus important pour intervenir chez un être humain. Donc moi je crois que les mots, la littérature auront un impact certain sur la société. Ici et là-bas. Oui, partout. Et ça ne veut pas dire que la littérature est
voilà, formule mathématique qui va faire en sorte que du jour au lendemain, le pays change, le monde change. Mais ça participe à construire l'être humain, parce que ça sert à aiguiser les esprits, à aiguiser les consciences. Moi, par exemple, mon parcours personnel, c'est un témoignage du fait que la poésie, la littérature peut transformer des vies. Parce que j'ai une existence dans la société à partir du moment où je commence à écrire. C'est-à-dire, je prends un pouvoir qui m'a pas été donné, c'est-à-dire d'avoir une voix dans la société. Donc, ça sert à ça. Et je pense on évoquait dans la voiture Franck Etienne, Franck Etienne qui disait... Franck Etienne, grand écrivain, poète, artiste protéiforme haïtien on n'arrivait pas à se mettre d'accord, mais il doit avoir 80 voire 90 ans aujourd'hui. Ouais, il est dans ces eaux-là. Et qui disait, alors est-ce que je vais me souvenir exactement de la citation, mais quelque chose du genre, que peut la littérature face à un innocent qu'on assassine? Que peut la littérature face à un enfant qui meurt de faim? Rien. Et pourtant, une seule phrase dans un seul livre peut sauver toute l'humanité. Et pour moi, ça résume tout ce que je viens de dire là. Ce que j'entendais il n'y a pas très longtemps, Lydie Salver qui disait quelque chose d'assez semblable dans une interview à la radio. Mais peut-être qu'elle était encore moins sûre de ce que pouvait vraiment changer la littérature. Après, j'ai l'impression aussi, on s'en parlait, je ne sais plus quel auteur au moment du séisme qui avait raconté le séisme en Haïti et qui avait dit que les gens étaient sortis et une des premières questions qui se posait, c'est est-ce que le poète est encore en vie? Tout le monde se préoccupait pour le poète, et en l'occurrence celui qu'on appelait le poète, c'est Franck Etienne qui a survécu au séisme, mais en se disant qu'il y a quand même assez peu de sociétés qui valorisent à ce point-là la poésie pour se préoccuper avant tout du poète quand un désastre frappe. Mais peut-être avant parce que on va ouvrir la conversation à toutes les personnes présentes, lire un dernier extrait, une lettre. Alors, chère Lune, page 38. Juste la lettre, peut-être. Ok. C'est donc le personnage de Ted Fellé qui écrit à silence à son amoureuse. Chère Lune, l'encre est pauvre, ma main bête et le papier inconvenable. L'impossible seul connaît ta route, peut-être. J'essaye de tresser l'azur entre mes doigts pour t'écrire. Dur devient l'horizon à chaque tentative. Et voici que cette lettre a 2 ans, l'âge exact de l'angoisse qui m'habite face à la difficulté de t'approcher. Je t'écris avec du retard dans la gorge. Je te parle avec mes oiseaux morts, mes veines blanches et mes soleils arqués, fruits amers des kilomètres jetés entre nos cœurs. J'essaye d'avancer vers toi, espérant voir se fondre nos envies dans la même eau. T'aimer est le plus doux chemin vers la vie. J'avance. J'ai chaud en moi le souvenir de chacun de nos regards, chacun de nos battements communs. Reste encore vif en moi ce moment où on s'est frôlé la semaine dernière quand tu sortais de la classe au bras de ton père. Et ce jour où tu t'es réfugié sur ma poitrine, j'entends encore sonner les cloches de ton cœur. J'en tremble. Je tremble. Pardonne-moi si mes mots te parviennent trébuchants. Sache qu'ils sont nés avec la mission de te fixer droit dans les yeux et de te dire mon rêve d'y habiter. Je connais ton regard, c'est la mer qui veille sur le printemps,
J'y vois le large, chaque fois que je le croise et je sens s'embraser nos élans à faire tomber les hautes murailles qui nous écartent. Mais ton père fait écran. Et là, il y a une phrase qui ne se termine pas, je suis. Voilà. Et quand on sait que ce père est celui qui va agresser, c'est le maître qui agresse sexuellement cette jeune tête fêlée, voilà, c'est constamment cette cohabitation entre du désir de beauté et d'amour et une violence qui semble incessante et impitoyable. Il y a cette belle phrase aussi que vous dites, et je pense qu'on pourrait terminer là-dessus, qui est dite dans le roman, « L'enfance est une blessure dont on ne peut pas se laver ». Et cette idée que ce livre raconte toutes ces enfances dont on ne peut pas se laver. Est-ce que des gens dans la salle ont envie de réagir, de parler, de poser des questions à Jean d'Amérique Je voulais demander si les pièces de théâtre qu'a écrit Jean d'Amérique ont été jouées en Haïti ou en France. Enfin, voilà. Oui, il y a eu des créations en Haïti. Donc il y a une pièce que j'ai écrite qui s'appelle « Avilir les ténèbres » qui a été montée par une metteuse en scène qui s'appelle Gaëlle Bien-Aimé. Il y a Cathédrale des cochons qui a publié chez Théâtral, qui a été mise en scène en Haïti aussi par Staloff Trofort. Et bon, je suis en train de faire une création de cette pièce aussi en France. Bon, j'entame la création parce qu'en fait avant j'avais monté une lecture musicale avec ça parce que c'est un long poème, voilà, un monologue poétique. Et je l'avais monté en lecture musicale et je suis en train de développer cette forme pour aller un peu plus vers quelque chose, enfin, j'ai pas envie de dire spectacle ou c'est ça qui va faire que c'est un spectacle, mais en tout cas, j'essaie d'ajouter des éléments de mise en scène, de faire une création lumière, etc. et pouvoir le défendre comme spectacle. Donc là, je suis en train de travailler là-dessus avec à la Comédie de Caen, voilà, en espérant pouvoir le montrer dans les saisons à venir. Merci. Maintenant que la première question est posée, je pense que les suivantes arriveront beaucoup plus facilement. Merci, madame. Moi, j'en avais une. Sur dans les recherches qu'on a pu faire justement en préparant votre accueil, on a lu des choses sur l'état qu'il y avait quand même une production, enfin du point de vue littéraire, il y avait une dynamique absolument incroyable à Haïti. Je voulais poser la question de l'état de l'édition, des circuits. Apparemment, il y a énormément d'éditions à compte d'auteur qui se font, d'après ce qu'on a pu lire. Et la question se posait aussi, c'est Kathleen Mars qui évoquait ça dans une rencontre qu'on a pu écouter sur Internet. Par rapport à la francophonie justement, et comment vous vous situez par rapport à cette idée de la francophonie. Et elle parlait de la nécessité justement de cet espace-là pour permettre justement aux auteurs d'avoir des débouchés beaucoup plus larges. Et voilà, comment vous positionnez par rapport à ça. On a évoqué aussi la question de la langue créole. Franck Etienne qui a écrit des livres en créole intégralement, voilà, ça reste comment ça circule en Haïti, quelle audience ça peut avoir après, quoi. Oui. Non, pas de souci. Oui, l'édition en Haïti, alors le circuit du livre fonctionne de manière très informelle en fait, c'est-à-dire par exemple il n'y a pas une chaîne du livre comme on l'a ici, ça fonctionne de manière différente. Le livre il circule
mais ça passe pas forcément, par exemple, par les librairies. Donc les gens, enfin, il y a des librairies, mais les gens vont pas systématiquement acheter des livres en librairie. Mais par exemple, je vais publier ce livre, je vais faire des soirées, enfin faire des événements autour du livre. Les gens, ils viennent directement, voilà, ils viennent directement acheter le livre. Ou bien aussi, dans la vie courante, euh, on va beaucoup dans les bibliothèques, donc les livres circulent de cette manière-là aussi. C'est-à-dire, par exemple, on peut être très très lu en Haïti sans avoir vendu beaucoup de livres, en fait. Parce que, par exemple, moi, à une époque, j'achetais pas vraiment plein de livres. Entre copains, on s'échangeait les livres. Il y a ce texte qui m'intéressait ou bien qui vous intéressait, ben, un autre ami me le passe, on le passe à un autre. Donc ça circule comme ça et parfois même des poèmes qui circulent par la voix. C'est-à-dire, il y a des poèmes qui sont devenus très célèbres juste parce que, ben, à chaque fois dans des activités culturelles, dans des soirées, il y a quelqu'un qui lance un poème, un autre répond par un autre poème et il y a des poèmes qui reviennent, donc qui finissent par être très très connus. Donc je trouve que la littérature a une autre manière de circuler dans le pays. Et dans l'édition, ouais, c'est beaucoup plus à compte d'auteur. Voilà, il y a des maisons d'édition qui sont pas forcément, qui n'ont pas les moyens pour être vraiment assez professionnels, peut-être, dans le travail qu'ils font. Mais il y en a. Et on publie beaucoup à compte d'auteur, mais il n'y a pas de complexe par rapport au fait de publier à compte d'auteur, par exemple. C'est-à-dire, je pense, ouais, c'est-à-dire, par exemple, Franck Etienne, qui est un écrivain voilà, d'une grande renommée. Aujourd'hui, il peut publier un livre voilà, chez Vendailleurs, comme il l'a fait. Et demain, il publie un livre à compte d'auteur. Jusqu'à présent, il publie des livres à compte d'auteur. Donc, il n'y a pas de complexité par rapport à ça. Et même des jeunes, très souvent, qui peuvent parfois pas subvenir à leurs besoins quotidiens, mais qui vont faire de l'économie, pour imprimer leurs propres livres. Donc voilà, ça s'allie plutôt à un besoin de, je sais pas, faire circuler cette parole-là. Mais en termes de structure, c'est pas le même, c'est pas la même organisation de la chaîne du livre. Je ne sais pas si vous, quand vous publiez en France, justement, parce que c'était une discussion que j'avais avec Rodney Saint-Éloi, qui est un éditeur haïtien à Montréal depuis très longtemps, qui a la maison d'édition Mémoire d'Encrier, et qui me disait que beaucoup d'écrivains publiés, donc ceux qui sont assez connus ici en France, lorsqu'ils publient dans des maisons d'édition françaises, Actes Sud, Sabine Vespeser, etc., gardent leurs droits, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas leurs droits pour pouvoir publier les livres en Haïti, de façon à ce que les livres puissent être disponibles sur place, parce que vous vous doutez bien que, et ça c'est une réalité qui est aussi partagée avec des écrivains africains, le livre qui est à je sais pas, 15 € ici, si en plus avec les droits d'importation, etc., il se retrouve sur le marché sur place, serait beaucoup plus cher. Et donc cette idée que ça ne se négocie même plus, alors que les éditeurs en général veulent garder le droit pour le monde entier, ils disent non, pour Haïti, je garde les droits pour pouvoir le publier là-bas. Est-ce que justement votre génération est aussi dans cette démarche ou pas? Alors, et je sais qu'il y a, oui, il y a des écrivains qui l'ont fait.
Lionel Trouillot le fait, je crois, systématiquement, parce qu'il a une maison d'édition, Atelier Jeudi Soir, et Néhémie Pierre Dahomey le fait aussi. Moi, je ne l'ai pas fait, pas parce que je suis pas dans cette démarche, parce que je suis bien conscient que, en fait, oui, par exemple, ce livre, il est bien trop cher en Haïti pour être diffusé, pour être vendu là-bas. Mais là, on revient aussi au problème de l'édition, en fait. C'est-à-dire, il y a pas de, il y a presque pas de maison d'édition vraiment professionnelles qui peuvent prendre ça en charge. Et du coup, ce serait c'est presque vous qui allez devoir le porter voilà, seul, pour porter ça. Et voilà, je suis pas en capacité forcément de le faire, ou bien parfois j'ai pas forcément la capacité ou les moyens de le faire à tel moment, mais c'est pas parce que je ne suis pas dans la démarche. Genre s'il y a une maison d'édition basée en Haïti qui voudrait reprendre tous mes livres en Haïti, je trouverais ça trop bien, parce que déjà ça permettrait que plus de gens ont accès aux livres. D'ailleurs, j'ai certains de mes livres qui ont même pas été, je pense, vraiment lus dans le pays. Et ça, c'est quand même un peu frustrant, parce que oui, ça relève beaucoup d'une démarche personnelle. Par exemple, si je prends le cas de ce roman, il a été diffusé en Haïti parce que il y a une librairie sur place qui l'avait commandé. Bon, ça a pris beaucoup de temps pour arriver déjà, mais il a été diffusé. Mais par exemple, pour certains de mes recueils, non, parce que ce que je faisais au début, c'est que quand j'allais en Haïti, je m'organisais avec mon éditeur de poésie pour amener un stock là-bas et essayer de faire des activités autour et partager avec les gens. Mais j'ai pas pu y aller il y a maintenant 2 ans. Du coup, oui, il y a certains livres qui sont même pas diffusés dans le pays. Et ça, c'est, oui, le problème c'est un problème lié à l'édition, quoi. Il y avait de la question sur la francophonie. Oui. Ah oui, oui. Oui, alors, ce que je pense ne pas avoir bien saisi dans la question, parce que vous avez parlé à la fois du créole et de la francophonie. Du coup, Alors, savoir déjà le choix d'écrire en français, est-ce que c'est d'emblée pour pouvoir envisager une circulation plus importante? Voilà, oui, c'est vrai. Le choix d'écrire en français, parce que le texte qui était là-bas en créole, tu l'as écrit en français, et il a été traduit après en créole. Voilà, c'était dans le choix d'écrire. Est-ce qu'on part avec l'idée d'abord d'être lu dans son pays et plus largement, d'être peut-être plus accessible pour le plus grand nombre en Haïti, ou est-ce que d'emblée le choix de la langue française, c'est peut-être là où tout le monde ne le maîtrise pas. Enfin, on a vu des chiffres sur la maîtrise du français, etc., qui étaient peut-être plus difficile là-bas. Et est-ce que c'est pas le moyen d'élargir son audience que d'écrire en français? Et sur la francophonie, alors c'est vrai qu'il y a des choses très connotées sur la francophonie, quoi. Mais voilà, c'est ce qu'expliquait Kathleen Mars, c'est qu'à un moment donné, pour exister en tant qu'auteur, il est nécessaire d'aller bien au-delà et qu'il faut élargir son espace, quoi. En fait, moi, quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas posé toutes ces questions. J'écris tout simplement. Après, oui, quand on a un livre en main, ça devient
autre chose, ça devient un produit qui circule, mais je ne fais pas de calcul stratégique pour écrire dans une langue. Pour moi, la langue, c'est un outil, c'est-à-dire on peut, justement, la littérature me donne ce pouvoir de décider qu'est-ce que je fais avec une langue. Donc ça devient vraiment un outil. Et donc si je maîtrisais le chinois, j'écrirais en chinois. Si je maîtrisais le japonais, j'écrirais en japonais. Pour moi, c'est vraiment une question d'outil auquel je vais commander de dire ce que moi j'ai envie de dire. Donc ça, pour moi, c'est le plus important. Après, j'écris aussi en créole. J'ai pas encore publié de livre en créole. Bon, j'écris beaucoup moins en créole qu'en français. Mais oui, j'écris aussi en créole. Et je pense que, enfin, ma génération n'a... genre, on n'écrit pas en créole maintenant dans une posture de militant forcément. Genre, on a accès à ces deux langues, on écrit dans les deux langues. De ma génération, les jeunes qui se lancent dans la littérature, ils écrivent dans les deux langues naturellement. Et au-delà de ça, pour moi, en écrivant depuis Haïti et avec voilà, tout l'imaginaire haïtien et des situations qui se passent dans le pays, je ne considère pas que que ma parole est destinée qu'à Haïti, en fait. Donc, en même temps, j'écris pas en français pour me dire que c'est ça qui va faire que je parle au monde. Bon, après, c'est pour ça qu'il existe des traductions, etc. Donc, ouais, pas du tout une question de stratégie. Genre, j'écris ce que j'ai envie d'écrire et comme je peux l'écrire. Et comme je maîtrise... j'ai le créole, le français comme deux outils. Donc je les utilise. D'ailleurs, ce que j'écris en français, je ne peux pas forcément l'écrire en créole et vice-versa. Donc c'est vraiment une question de rapport organique avec la langue. Donc je ne suis pas dans le lieu où j'écris en français avec une culpabilité du fait que ce ne soit pas la langue haïtienne, en fait. Parce que, en fait, j'ai refusé, en fait, par l'écriture, par la poésie, j'ai refusé cette domination. C'est-à-dire, c'est plus cette langue qui me domine et qui me fait écrire de telle façon, mais c'est moi qui la prend en charge et en fait ce que je veux. On a la chance que le français soit un outil que vous puissiez utiliser, parce que je trouve que ce livre est absolument superbe. Je voudrais essayer, je ne sais pas si je vais être clair, je voudrais essayer de vous poser une question. En dehors de la langue qui est magnifique, ce bouquin est complètement ancré dans la réalité que vivent une grande majorité des Haïtiens aujourd'hui, en tout cas ceux qui habitent en ville. Et il y a cette violence dont on a parlé qui est omniprésente. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'a touché le plus dans le bouquin. C'est l'humanité, c'est la tendresse, c'est l'amour, c'est l'humanité profonde des gens que vous décrivez, même qui ont les pires destins, ne serait-ce que par la façon dont ils sont appelés, cette espèce d'humour peut-être sarcastique aussi, je ne sais pas, ou peut-être cynique sur la réalité des choses. Donc c'est très compliqué, c'est très complexe pour moi quand je lis ça. Et
je ne suis pas compétent pour discuter de littérature et de poésie, si ce n'est que ce bouquin m'a vraiment touché. Mais j'avais envie de poser la question à l'auteur, parce que vous êtes haïtien. Alors nous, on est français, on a donc une dette en tant que Français, une dette énorme vis-à-vis d'Haïti. Je ne parlerai pas de ça, c'est trop compliqué, trop long peut-être, mais en tant qu'auteur, vous, on ne sent pas dans ce bouquin de colère, on ne sent pas de haine. Tout est justement tellement poétique, mais au sens de l'amour, comme je disais tout à l'heure. C'est comme ça que moi je l'ai perçu. Je voulais savoir, vous, en tant qu'homme haïtien, quel est votre sentiment par rapport à ce que vit Haïti aujourd'hui? Je pense qu'une partie de la réponse est de la façon dont vous écrivez ce bouquin, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que quand vous pensez à Haïti, c'est de la colère ou c'est de la résignation ou c'est... Qu'est-ce qui va se passer avec Haïti? Où est-ce qu'on va? Et comment vous, en tant qu'Haïtien, pas seulement en tant que poète et en tant qu'auteur, mais en tant qu'homme haïtien, vous vivez cette situation? Je ne sais pas si ma question est vraiment très claire. Pardon. Oui, je comprends. Moi, je pense que je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est que mon histoire, mon parcours personnel, c'est comme si ça m'amène vers presque une obligation en fait, de me battre contre toute forme d'injustice sociale que j'ai pu voir ou vivre en Haïti. C'est-à-dire, je suis en colère, ça c'est sûr, j'ai un sentiment de colère par rapport à tout ce qui se passe dans mon pays. Dans l'écriture, enfin dans ce que j'écris, cette colère, je la mets là-dedans, mais j'essaye de faire en sorte que ce soit une colère lucide. C'est-à-dire, par exemple, quand je parle de ces violences ou bien de la corruption, de tout ce qui fait qu'en Haïti, en fait, quand on grandit, on n'a pas droit au rêve, on n'a pas droit à rêver une existence, à se réaliser comme individu dans ce pays. Et moi, je suis en colère contre ça. C'est-à-dire grandir dans un pays sans horizon. Je suis en colère contre ça et écrire, pour moi, c'est un des moyens de résister par rapport à ces choses. Mais pas que... Il n'y a pas que l'écriture. C'est pourquoi moi, je disais, je suis citoyen avant d'être écrivain. C'est-à-dire, être écrivain, voilà, c'est pas une entité à côté de ce que je suis. Donc autant je peux écrire un livre, je peux écrire un poème, autant je peux descendre dans la rue dans une manif comme tous les ouvriers, comme tous les médecins, enseignants, etc. Donc l'un n'empêche pas l'autre et je pense que aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Haïti, qui est très très grave, parce qu'il y a vraiment une sorte de... Bon, je ne sais plus comment appeler ça, on va dire un chaos politique. Et c'est depuis longtemps, en fait. C'est depuis longtemps, il y a la jeunesse ou bien le peuple haïtien ne participe pas à ce qui est en train de se passer en Haïti. C'est-à-dire le visage de ce chaos, le peuple haïtien ne participe pas à ça. Le peuple haïtien, ce qu'il fait, il se bat pour vivre comme ces personnages dont vous avez parlé, qui sont complètement dans cette perspective, qui sont abandonnés, donc qui se battent pour vivre et qui sont toujours en résistance par rapport à ces choses-là. Parce que
en tout cas moi, en grandissant en Haïti, j'ai jamais eu le sentiment d'être représenté par l'État, d'être pris en charge par l'État, je veux dire, comme quelqu'un qui se sent appartenir à une société qui veut vivre avec lui. Donc tout est fait pour nous éjecter. Et le peuple haïtien, il est toujours en résistance. C'est pourquoi moi j'ai jamais vécu en Haïti un gouvernement qui porte les aspirations du peuple haïtien. En fait, le peuple haïtien n'est jamais passé au pouvoir, en tout cas de ce que j'ai vu de ces dernières années. Il n'y a rien qui est représentatif du peuple haïtien. Mais il est là, il se bat, il vit. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on continue à espérer, parce qu'on se dit qu'il faut, en tout cas moi, le sentiment que j'ai, c'est que il faut qu'à un moment donné, on puisse vivre dans ce pays. Il faut qu'à un moment donné, on fait en sorte que ce pays nous appartienne vraiment. Genre, et je crois que les jeunes de ma génération, de mon âge, ils croient dans ça, mais on leur empêche tellement ça, on leur empêche tellement de vivre dans le pays. Tout est fait pour qu'un jeune ne puisse pas vivre dans le pays. Et on a une conscience de ça. Et je crois que ces dernières années, même si à l'échelle globale du pays, quand on regarde, on ne va pas tout de suite se dire que ça a changé, que le pays a changé. Mais si, il a changé pour moi. Parce qu'il a changé d'un côté, on va dire, par exemple au niveau de la conscience politique, moi je trouve que, disons, dans ces 5 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire, il y a un engagement, il y a une conscience politique de la jeunesse qui s'est aiguisée, il y a un engagement, les jeunes sont beaucoup plus prêts à s'engager parce qu'ils se rendent compte que ce pays est à eux, mais on leur a pris ça. Donc, voilà, il y a plus d'engagement dans ce sens-là et de résistance. Et beaucoup de choses qui se créent aussi, c'est-à-dire l'État, par exemple, ne soutient pas la culture et la création artistique dans le pays. Mais il y a plein de festivals de musique, de théâtre, de poésie, de cinéma. Il n'y a pas de salle de cinéma, mais il y a des festivals de cinéma dans le pays. Et ce sont des jeunes de ma génération qui ont créé toutes ces choses. Donc il y a une volonté de construire qui est là. Et pour moi, c'est ça aussi la résistance. Et à un moment donné, je crois que ce pays, il va revenir entre nos mains, quoi. C'est rap. Merci à vous. Et je vous rappelle qu'il y a donc des livres que vous pouvez faire dédicacer si on doit repartir à Bordeaux.